du prochain déplacement. C'est-à-dire, si je suis par exemple à 1, je peux aller à 2, ou soit je peux rester sur place. Vous voyez que ces probabilités dépendent uniquement que de 1. Formellement, on a cette hypothèse-là qui est là. Ça veut dire que la probabilité d'aller à S plus 1 et d'avoir une reward R, sachant que c'est celui-ci, c'est égal à celui-ci. Ça veut dire que ça dépend uniquement de votre state et de l'action que vous prenez, mais ne dépend pas des states antérieurs. Donc, peu importe l'erreur que vous avez faite dans le passé, l'agent ne considère pas l'erreur qu'il a faite dans le passé et essaie d'apprendre et de mieux s'adapter à l'environnement. Donc, nous allons définir ce que c'est qu'un return. Un return ici, en français, vous pouvez dire retour à l'instant T et cette quantité-là. Ça veut dire une somme infinie de tous les rewards dans un épisode qui a un discount. On discount et on élève à la puissance K. L'objectif de l'agent serait donc de maximiser le return. Ces returns-là. C'est de maximiser l'espérance de ces returns. Nous allons également définir les value functions. Value function qui est là. Il y a deux types de value function. Une value function qui dépend uniquement que de S, ça veut dire du state, et une value function qui dépend des deux, ça veut dire du state et de l'action. Le premier, c'est juste une espérance conditionnelle. Le deuxième égale une espérance conditionnelle, mais la condition, c'est S et A. Ces deux value functions satisfont les équations de Bellman qui sont là. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces équations de Bellman, mais c'est quelque chose que vous pouvez les prouver mathématiquement. Donc, à des fins d'apprentissage, vous pouvez les prouver. Également, une optimale policy, ça veut dire une policy optimale qu'on va appeler P star, va maximiser la value function pour tout S et on va noter V star et Q star, les fonctions optimales correspondantes. Donc, tous les algorithmes de reinforcement learning, tout ce que ces algorithmes font, c'est d'optimiser ces trucs-là. C'est de trouver la fonction optimale. C'est de maximiser V de PS et Q de SA. Ce n'est que ça. Parce qu'on recherche la policy PQ. La policy PQ ici, P star ici, c'est une fonction qui te permet de trouver l'action future, sachant que tu es dans un state précis. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche et c'est ce qui est fondamental en reinforcement learning. Parce que quand un agent est intelligent dans un environnement, c'est parce qu'il sait la prochaine action à faire, la prochaine chose à faire. Nous avons ici un pseudocode pour boucle d'interaction agent-environnement. Ça, c'est vraiment l'algorithme de base de tous les algorithmes de reinforcement learning. En entrée, on a un environnement, on a une politique initiale Pi. Cette politique initiale peut être une politique que vous avez entraînée dans un autre contexte, peut être aléatoire, peut être n'importe quoi, selon votre contexte. La sortie ici, l'algorithme va vous sortir une politique améliorée, Pi star, qui sera déjà entraînée. Donc, voilà la boucle d'apprentissage. Donc, pour chaque épisode ici, il faut comprendre épisode, la période à laquelle, ça veut dire que c'est la période qui sépare le début de... Ça veut dire qu'au départ, quand un agent apprend, l'agent commence à faire des actions, soit aléatoires, soit suivant une politique bien indiquée. Et l'épisode se termine lorsque l'agent atteint l'objectif ou soit l'agent heurte un obstacle qui ne lui permet plus d'avancer. Ou bien, disons, l'agent meurt dans un jeu vidéo, par exemple. Dans un jeu vidéo, on peut dire, par exemple, un tour, par exemple. Ça veut dire que vous faites un tour, vous jouez jusqu'à ce que vous mourrez, ou bien vous atteignez l'objectif, ou bien jusqu'à ce que vous remportez, par exemple, le jeu, et l'épisode s'arrête. Ça, c'est un épisode. Donc, pour chaque épisode, on initialise un état. On sait déjà à quel niveau l'agent se trouve dans chaque épisode. Donc, terminer peut revenir en faux. Donc, tant que l'épisode n'est pas terminé, il faut sélectionner une action. Et quand on sélectionne une action, on va recevoir la nouvelle state. On va recevoir un reward qui est une récompense de l'environnement. On va également recevoir un retour booléen pour savoir si l'épisode est terminé ou pas, genre si l'agent a atteint l'objectif ou bien si l'agent a heurté un obstacle qui ne lui permet plus d'avancer. Donc, il y aura une procédure pour pouvoir mettre à jour tous ces trucs-là. Mettre à jour Pi, mettre à jour S,
mettre à jour A, mettre à jour R, mettre à jour S'. Donc maintenant, il y a plusieurs algorithmes de reinforcement learning qui vont faire ceci. C'est ce qu'on va voir dans la suite de cet atelier. Donc voilà l'organisme général. Maintenant, il y a plusieurs méthodes qui permettent de mettre à jour ces trucs-là. Donc voilà. Également, en reinforcement learning, il y a le dilemme fondamental du reinforcement learning, c'est vraiment de décider entre l'exploration et l'exploitation. L'exploration, c'est ces phénomènes-là qui, ça veut dire l'agent explore les actions possibles pour pouvoir découvrir son environnement. L'exploitation, l'agent ici prend des décisions qui sont optimales en se basant sur ses connaissances, mais ne prend pas des actions juste pour découvrir, mais prend des actions optimales. L'idéal aurait voulu que on explore toutes les actions au début, mais vers la fin de l'entraînement, il faut que l'agent puisse exploiter les connaissances que l'agent a apprises sur l'environnement. Donc, du coup, plus vous apprenez, plus vous explorez beaucoup l'environnement, l'entraînement sera très long, mais vous allez avoir votre algorithme sera puissant, ça veut dire que vous allez prendre des actions qui sont bien mesurées, des actions correctes, mais plus vous faisiez l'exploitation, plus votre agent ne pourra pas découvrir tout l'environnement, ça veut dire toutes les actions possibles, comment est-ce que ces actions se comportent. Donc, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir parler de ces problèmes parce qu'il faut décider entre explorer et exploiter. Et quand est-ce qu'il faut explorer, quand il faut exploiter. Il y a une stratégie appelée Epsilon Greedy. Epsilon Greedy. Epsilon Greedy, ici, c'est une méthode pour pouvoir décider entre exploration et exploitation. Donc, déjà, voilà le pseudocode. Donc, on prend une action aléatoire. Ça veut dire que l'agent va tout simplement marcher d'une façon aléatoire dans l'environnement avec une probabilité epsilon et va prendre une action optimale avec une probabilité 1 moins epsilon. En pratique, on va tout simplement générer un nombre entre 0 et 1 comparé avec epsilon pour savoir est-ce que l'agent doit prendre une action aléatoire ou bien l'agent doit prendre une action optimale. Là, on est sûr que l'agent va à la fois explorer et exploiter. Et maintenant, le choix d'epsilon, ça dépend. Epsilon doit être entre 0 et 1. Plus vous donnez epsilon très grand, plus l'agent aura à explorer plus qu'à exploiter. Il y a également, il y a également la probabilité de choisir l'action A qui est là. Il y a la méthode de softmax ou bien le Boltzmann qui nous donne la police à utiliser. Ça aussi, c'est une méthode que je ne l'ai pas explorée avant. Donc, ceux qui ont déjà une connaissance ceux qui ont déjà entraîné des modèles de réseaux de neurones ici, c'est un peu comme le Learning Rate Scheduler. Déjà, je vais expliquer. Déjà, c'est epsilon qu'on choisit ici, il est constant. Mais on peut décider qu'il faut que le epsilon là soit grand au départ, au début de l'entraînement, mais petit à la fin. Parce que l'idéal serait qu'il faut que l'agent apprenne au début. On sait qu'au début de l'entraînement, l'agent ne connaît rien, donc il doit plus explorer que exploiter. Et à la fin, il doit exploiter qu'explorer. Donc, c'est ce qui fait ici. On fait une décroissance exponentielle ou une décroissance linéaire. Donc, epsilon t serait égal à ici à epsilon de début fois exponentielle de moins kt. K ici, c'est une constante que vous choisissez. Ou bien une décroissance linéaire qui est là. Permettez-moi de brancher mon ordinateur pour ne pas que s'interrompe. OK. Nous progressons en value iteration. L'algorithme de value iteration, ici, calcule la value fonction optimale. Excusez-moi. OK. Ici, à partir d'ici, il s'agit là de la programmation dynamique. J'aurais dû enlever ces chapitres-là, je crois. Bon, je vais mettre à jour le site plus tard. Mais ici, c'est en quelque sorte les algorithmes de programmation dynamique. Ça veut dire que l'algorithme value iteration ici va calculer la value fonction optimale
et, et V de V étoile. Justement, on s'est dit au départ que l'objectif des algorithmes de reinforcement learning, effectivement, c'est d'optimiser ces fonctions-là. Donc, cet algorithme est appelé value function. Voilà, en entrée, on va donner le MDP, ça veut dire le Markov Decision Process, qui est tout simplement ce quintuplet là qu'on a défini au départ. Et également un seuil de convergence qu'on va dire pi, ouais, qui va être très petit. Ça dépend. Plus c'est petit, plus la convergence est précise. Plus c'est grand, plus la convergence n'est pas précise. Euh, voilà, c'est entre 0 et 1. La sortie, c'est le V estimé, la fonction optimale. Donc, au départ, on va initialiser V à 0 ou à n'importe quelle valeur que vous pouvez choisir. Mais ici, il est préférable de mettre 0, de répéter delta égale à 0 pour chaque état S pair. On va dire V, c'est VS. VS maintenant est égal à cette mise à jour-là. Donc, à chaque fois, on met à jour qui va être ici égal à le maximum selon l'action choisie de ça. Et notre delta ici sera donc égal au maximum de delta. Entre ça, c'est pour éviter que le delta euh, soit négatif. Voilà, c'est ça. Donc, à la fin, on va faire ça jusqu'à ce que delta soit inférieur à notre delta qui est le seuil de convergence. Delta ici, c'est juste la différence entre V et VS. Ça veut dire la différence entre le V du state actuel moins le V du state précédent. Donc, la différence doit être le plus petit possible. C'est pour ça que j'ai dit que le delta doit être le plus petit possible pour une convergence précise. Donc, comme théorème, la value iteration converge vers V de star en temps polynomial. Ça également, c'est quelque chose que vous pouvez prouver par vous-même. Ensuite, on a policy evaluation et policy improvement. Au départ, l'algorithme était basé sur le value function. Maintenant, on va se baser euh, euh, sur la policy function en tant que telle. Donc, l'objectif, c'est d'évaluer une policy fixée pi. Donc, en entrée, on a une policy pi, un seuil de convergence θ. En sortie, on retrouve les value functions de cette policy pi. Donc, on trouve les valeurs de cette politique-là. En d'autres termes, on va évaluer cette politique. Donc, on initialise toujours à 0, on fait les mêmes choses, mais la différence se trouve au niveau de la mise à jour. Il y a également Policy Improvement. L'objectif, c'est d'améliorer la policy de manière gloutonne, ça veut dire greedy, de manière progressive, disons. En entrée, on a les value functions, mais à la sortie, on a une politique améliorée. Ça veut dire qu'avec la value function, on va trouver la fonction de politique. Donc, pour chaque état S, on fait tout simplement ces calculs-là et on retourne le PS. Voilà. Il y a aussi cette politique d'improvement-là que les value functions et les value functions à la sortie est toujours meilleure que les value functions à l'entrée. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe aux exercices théoriques? Pas de questions? OK. S'il n'y a pas de questions, nous allons faire ces petits exercices-là. Déjà, chaque chapitre a euh, quelques exercices théoriques que je vous encourage à les pratiquer par vous-même avant de voir les solutions qui sont là. Donc, il suffit de cliquer ici et vous saurez les réponses. Déjà, je vais vous donner 1 minute pour réfléchir sur cet exercice avant qu'on puisse parcourir ensemble.
OK. Si vous êtes prêts, nous allons parcourir ensemble. L'exercice, c'est l'exercice dit, considérons une trajectoire qu'on a S0, A0, S1 jusqu'à ceci. S0, c'est-à-dire l'état initial où l'agent se trouve. S3, c'est l'état final, disons. Quand tu passes de S0 à S1, tu as la récompense R1. Quand tu passes de S1 à S2 en utilisant l'action S1, tu reçois une reward R2, ainsi de suite. Donc, nous disons R1 égale à 5, R2 égale à moins 2, R3 égale à 10. Le discount factor égale à 0,9. On nous demande de calculer à la main le retour depuis T égale à 0, T égale à 1 et T égale à 2. Déjà, nous savons que le return, c'est cette quantité-là. Cette quantité-là. Donc, nous allons, en utilisant cette formule, nous avons G0 qui est égal à R1 plus ceci. Donc, nous retrouvons 11,3. Je vous encourage vraiment à calculer ces choses à la main. Parce que tant que vous ne pratiquez pas, vous ne pouvez pas comprendre ce que ces algorithmes font. Et tant que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas développer un algorithme d'IA révolutionnaire. Peut-être vous allez aller sur le net, copier des algorithmes qui marchent déjà et qui vont vous faire comprendre que vous êtes en train de faire quelque chose d'intéressant, mais en réalité, vous ne pouvez pas améliorer ce qu'il y a déjà là. Donc, je vous encourage vraiment à pratiquer ces choses à la main, d'abord, avant de passer à la machine. Nous faisons la même chose pour T égale à 1. Donc, on aura G1 qui serait égal à R2 plus. Voilà, vous avez noté le pattern. Voilà. Donc, comme vérification, vous devez avoir G0 égale à R1 plus gamma et G de 1. Ça aussi, c'est une formule que vous pouvez l'éprouver. Il y a d'autres exercices que vous pouvez pratiquer chez vous. Nous n'allons pas faire tout cela ici, mais l'objectif, c'est de vous familiariser avec ces algorithmes à la main pour que vous puissiez mieux comprendre comment les implémenter. En résumé, nous avons formalisé le Markov Decision Process mathématiquement. Nous avons également défini les value functions, qui est V et Q. Nous avons également défini l'équation de Bellman. Nous avons défini le return. Nous avons défini les concepts d'exploration et d'exploitation et comment décider entre les deux. Nous avons défini les concepts de dynamic programming qui est policy evaluation and policy improvement. Nous avons également le petit error qui est là. Next, nous n'aurons plus besoin de parcourir dynamic programming. Ça, c'est une page que je devrais enlever. Vous allez noter qu'il y a parfois des erreurs de typographie. Et voilà, c'est quelque chose que je l'ai fait un peu dans la précipitation. Et donc, voilà, si vous notez une erreur, n'hésitez pas à me faire un retour pour que je puisse le corriger. Ou vous pouvez tout simplement faire un pull request depuis le repository GitHub. Donc, nous passons directement aux méthodes de Monte Carlo. Les méthodes de Monte Carlo ici estiment les value functions en moyennant une return observée. Donc, sur des épisodes complets, sans nécessité de modèle de MCP. Donc, déjà, le principe fondamental des méthodes de Monte Carlo, c'est que les méthodes de Monte Carlo apprennent directement des expériences, alors que le Dynamic Function utilise les modèles PR et les équations de Bellman pour calculer les valeurs. Donc, l'idée centrale, c'est de calculer la value function V comme étant l'espérance du return. Donc, Monte Carlo estime cette espérance par la moyenne empirique des returns observés qui est là. Voilà. Où NS est le nombre de visites de l'état S, c'est-à-dire le nombre de fois où on visite l'état S, et GT est le return observé à la IM visite. Alors, à quelles conditions est-ce qu'on applique les méthodes de Monte Carlo? C'est ça. Il faut que les épisodes soient complets. Ça veut dire que le MTP doit être épisodique. Ça veut dire qu'il faut qu'à un certain moment, l'épisode se termine et qu'on recommence une nouvelle épisode. Ça veut dire, en autre terme, soit l'agent aurait atteint l'objectif, soit l'agent meurt. Donc, deuxièmement, il faut une génération des trajectoires. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la capacité à générer des épisodes selon une policy. Il y a également la condition d'exploration. Ça veut dire que tous les étoiles doivent être visités au moins une fois. Et l'avantage majeur, c'est qu'on n'a pas besoin du modèle PR, modèle free. Ça veut dire qu'on aura une probabilité et une reward. Voilà. First visite contre every visite. Ça, c'est les méthodes de Monte Carlo. Il existe deux variantes pour compter les visites d'un état dans un épisode. On a first visite Monte Carlo. First visite, comme son nom l'indique, ça veut dire une première visite. Donc, pour chaque épisode, on ne compte que la première occurrence de chaque état. Donc, si un état apparaît plusieurs fois, seule la première visite contribue à l'estimation. Et comme propriété, c'est que les retours des différents épisodes sont indépendants. Même état, mais c'est des épisodes différents.
Il a été prouvé que par la loi des grands nombres qu'il y a une convergence, que V converge vers V de pi. Lorsque le nombre de visites de cet état tend vers l'infini. Il y a également every visit, ça veut dire que pour chaque épisode, on compte toutes les occurrences de chaque état. Donc, chaque visite contribue à l'estimation de la value function. Donc, les retours d'un même épisode sont corrélés. Et il y a une convergence asymptotique. Donc, VS converge asymptotiquement vers V de pi. Voilà un résumé des comparaisons. Voilà, que vous pouvez parcourir. Je crois qu'on a déjà parlé de ça, les comptages, première occurrence, indépendance, convergence, variance plus faible et plus élevée. Usage pratique, ici, c'est plus courant. Et every visit, parfois, ça donne une meilleure convergence. Nous avons l'algorithme de first visit qui est là. Voilà. On a une initialisation qu'on initialise tout à 0. Ça reçoit d'abord une police et en sortie, on donne la value estimée de cette police, la valeur de cette police-là. Voilà, l'algorithme est là. Vous pouvez le parcourir pour mieux comprendre, mais déjà, on génère un épisode selon pi. Un épisode, ça veut dire qu'on utilise la police pi pour faire l'agent parcourir l'environnement, pour que l'agent puisse parcourir l'environnement. Et voilà. On a également des algorithmes de Monte Carlo avec des contrôles de Monte Carlo avec epsilon greedy. Pour apprendre une policy optimale, on estime Q et on améliore la policy. Ça, c'est l'idée centrale. Voilà, l'idée centrale des MC control. Donc, on a en entrée, on a un paramètre epsilon qui est supérieur à 0, mais idéalement qui est très petit. On a une sortie, police pi, qui est optimale, et également une value qui est optimale. On initialise Q, voilà. On a également les returns qui est une liste vide. On a une police qui est epsilon grid basée sur Q. On a donc la boucle d'amélioration qui est là. Donc, pour chaque épisode, on va générer un épisode selon pi. On va calculer les returns. Calculer les returns, c'est-à-dire pour chaque t, on va calculer les returns. Voilà. Voilà. Au lieu de stocker tous les returns, on peut mettre à jour incrémentalement. Ça, c'est incremental implementation. Donc, après avoir observé le return G pour l'état S, voilà, on a ça. Ou alpha ici est le learning rate. En français, taux d'apprentissage. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de stocker l'historique complet des returns. Et équivalence, on a pour alpha égale 1 sur NDS, ça veut dire le nombre de fois qu'on visite un état S, c'est l'équivalence à la moyenne arithmétique. Donc, c'est, voilà, pratique courante. On utilise un alpha constant qui est par exemple égal à 0,1 pour donner plus de poids aux observations récentes. Ça, c'est, ouais. Il y a également, ce qu'on vient de voir, c'est on policy Monte Carlo. On policy, ça veut dire qu'on utilise la policy qu'on utilise pour pouvoir générer les, c'est ça, la police qu'on utilise pour pouvoir générer les épisodes, c'est la même police qu'on cherche à améliorer. Mais off policy, c'est deux choses différentes. Ça veut dire qu'on veut estimer V et Q, qui sont des polices cibles, en utilisant des trajectoires générées par une police différente B, par exemple. Ça, c'est off policy, que vous allez voir un peu partout dans les livres de reinforcement on policy, off policy, mais c'est ça l'idée. La motivation majeure, c'est qu'on veut explorer largement avec B, qui est uniforme, par exemple, qui suit une loi uniforme. On veut également apprendre une policy optimale, puis qui est déterministe, a priori greedy. Voilà. Donc, l'exigence, c'est que le P ici soit supérieur à 0, et donc le B doit également être 0. C'est l'hypothèse des coverage, des couvertures, disons. On a également importance sampling ratio. Au lieu de choisir des learning rates qui sont constants comme celui-ci, ça veut dire égal à 1 sur NS, on peut également choisir pour corriger le biais dû à l'utilisation de B, parce que B déjà c'est uniforme, donc ça inclut un biais. Au lieu de pi, on pondère par celui-ci, dont ordinary importance sampling va pouvoir estimer celui-ci, dont l'estimateur est tout simplement 1 sur NS de celui-ci. Mais dans ce cas précis, on va dans ce cas précis, le NDS
OK. Dans ce cas précis, le NDS est tout simplement égal à cette somme-là. Donc, cette importance, ce sampling ratio a moins de variance que le ordinary impedance ratio. L'algorithme of policy de MC. Voilà. En entrée, nous avons une policy cible et une policy comportement B. Comme vous pouvez le voir, on va générer des épisodes selon B, mais on va améliorer plutôt Pi qui sera retourné. Voilà. Je vous prie également de prendre... S'il y a des questions, veuillez les poser avant qu'on passe à l'exercice. Pas de questions? OK. Prenons une minute pour pouvoir découvrir l'exercice et nous allons le parcourir ensemble. OK, si vous êtes prêts, nous allons résoudre l'exercice ensemble. Déjà, nous avons un agent qui génère l'épisode suivant. Le paramètre gamma ici est égal à 0,9. On nous demande de calculer le tonne G0 depuis le début de l'épisode. Calculer le tonne G0 depuis le second état SA. Pour first visit MC, quel return serait utilisé pour mettre à jour V? Pour every visit MC, quel return serait utilisé pour mettre à jour V? Voilà. Depuis le return T, nous avons cette fameuse formule que nous avons vue depuis le départ, que nous allons tout simplement remplacer par les valeurs. Nous retrouvons 12,98. Return depuis T égale à 2, seconde visite de SA, on aura G égale à 2 qui est égal à celui-ci. C'est toujours la même formule, mais plutôt T égale à 2. Donc, nous retrouvons le G2 qui est égal à 8. Donc, à l'état S apparaît T égale à 0 première fois et T égale à 2 deuxième fois. Donc, first visit ne comporte que la première occurrence qui est T égale à 0. Donc, return visité égale à G0 égale 12,98. Donc, la mise à jour serait V de SA qui est égal à moins de G0 sur tous les épisodes. Pour every visit, c'est la même chose, mais plutôt pour, comme nous avons vu dans le cours, on considère tout le nombre d'occurrences. Ça veut dire every visit compte toutes les occurrences T égale à 0 et T égale à 1. Donc, les returns utilisés seront G0 et G2. Mais la mise à jour, c'est la moyenne de tous les returns observés depuis SA dans cet épisode, les autres. Donc, pour cet épisode seul, on a 10,49. OK. Il y a également Oui, des monsieur exercices. Beria, Oui, avant de passer à l'exercice suivant, il y a quelqu'un qui a une question dans le public ici. OK. Allez-y. Bonjour à tout un chacun. Moi, c'est Fabrice. En fait, j'aimerais savoir, dans le cas de robots du terrain, en fait, dans l'industrialisation ou bien dans la construction, quand on conçoit déjà un robot et qu'on lui donne des recommandations, il est sur le terrain et en tant qu'agent, on est peut-être à distance, supposons, à la maison. Et en cas de panne, est-ce que ce robot a une disposition personnelle recommandée pour s'auto-réparer du genre réparer ses pannes lui-même, ou soit l'agent peut déplacer depuis chez soi pour venir réparer. Parce que ça va sans doute impliquer les risques humains, non seulement ça, mais également la distance. J'aimerais comprendre. Merci. OK. OK. Cette question est beaucoup plus dans l'application des algorithmes d'RL. Toutes les actions que ton robot prend dans son environnement, c'est justement parce que tu l'as appris. Si l'agent n'apprend pas, il ne peut pas prendre cette action
dans cet environnement. Disons par exemple, si tu programmes ton robot de telle sorte qu'il s'auto-répare lui-même, il va s'auto-réparer effectivement. Mais si tu ne le programmes pas, ça veut dire, est-ce que tu as implémenté un algorithme de reinforcement learning pour que l'agent puisse se réparer lui-même? C'est ça la question. Si tu l'as implémenté, oui, le robot va se réparer lui-même. Mais si tu n'as pas entraîné le robot à se réparer lui-même, je ne vois pas comment est-ce que le robot pourrait se réparer lui-même, en fait. Mais nous allons discuter de l'application des algorithmes DRL un peu vers la fin. Et nous allons aborder plus cet aspect-là. Comment est-ce que ces trucs-là peuvent être appliqués en pratique au-delà juste des environnements de jeu et tout ça. OK, j'espère avoir répondu à la question. Sinon, vous pouvez toujours me reposer. Non, je suppose que le participant est satisfait. Il y a également quelques résumés concernant les avantages et les limites des méthodes de Monte Carlo qui sont là. Déjà, l'avantage majeur, c'est que c'est modèle free, donc pas besoin de la probabilité, de la distribution des probabilités ni de reward function. On a également une estimation non biaisée. On a un simple conceptuellement, ça veut dire que l'intuition est vraiment claire. C'est applicable au MDP avec modèle inconnu. C'est-à-dire qu'on apprend par itération. Au départ, on ne connaît même pas le modèle de MDP. On peut se concentrer sur des états importants. Pas besoin de balayer tout l'espace. Il y a également la parallèle. C'est également parallélisable. Ça veut dire qu'on peut générer des épisodes indépendamment. Limite, ça nécessite des épisodes complets. Il y a également une variance élevée, une convergence lente, pas besoin d'apprentissage online. L'apprentissage online, c'est-à-dire que le robot apprend directement de son environnement plutôt que de collecter d'abord l'expérience avant d'apprendre. Il y a un problème d'exploration, des états rarement visités, et ainsi de suite. Off-policy peut avoir variance explosive. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a MC qui est un apprentissage par expérience sans modèle MDP. Il y a un retour empirique. Voilà, first visit contre every visit que nous avons exploré. Il y a également une mise à jour incrémentale. Il y a un MC control qu'on a exploré. Il y a également off policy, qui est important, sampling pour apprendre Pi depuis les trajectoires B. On a des épisodes complets, des limitations principales des MC. Il y a une variance élevée. Donc, il y a une comparaison avec les autres méthodes. Il y a Dynamic Programming qu'on a déjà exploré et Monte Carlo qu'on vient d'explorer. Et le prochain, c'est Temporal Difference qu'on va explorer. Donc, passons directement à la Temporal Difference Learning. Voilà, les méthodes de Temporal Difference combinent les avantages de Monte Carlo et de Dynamic Programming. C'est ça l'idée de base. Donc, l'idée centrale du Temporal Difference, c'est qu'au lieu d'apprendre le return complet comme MC, Temporal Difference utilise une estimation par bootstrap. Ça veut dire que la cible serait RT plus 1 plus gamma de V. Donc, il y a la mise à jour de TD qui est V égale à V plus le alpha de TD error qui est là. Donc, vous allez remarquer que le TD error, c'est tout simplement la cible moins la value function. Donc, comme comparaison, voici ça. La cible target, c'est dans le MC, c'est tout simplement le return. Temporal difference, c'est celui-ci. Mais Dynamic Programming, c'est celui-ci. Donc, vous pouvez explorer ça. Le TD error, comment on peut l'interpréter? En fait, si initialement TD error doit être proche de 0, ou bien doit suivre une loi normale centrée réduite, par exemple. Donc, le TD error, si c'est supérieur à 0, ça veut dire la reward plus la valeur future est supérieure à l'estimation actuelle. Donc, c'est une sous-estimation. Par contre, si l'erreur est inférieure à 0, c'est une surestimation. Donc, le TD error est le signal d'apprentissage qui guide la mise à jour. C'est des indicateurs à checker lorsque vous faites l'apprentissage. Donc, une propriété importante, c'est que l'espérance de cette erreur doit être égale à 0 à la convergence. Ça veut dire quand V serait optimal. Donc, il y a un algorithme simple TD0 qui est là. C'est également un algorithme de temporal difference qui est la plus simple. Au départ, en entrée, on a une politique pi qu'on va évaluer. On a un learning rate alpha. On a une sortie qui sera la value de convergence, ça veut dire la value optimale. Donc, on initialise les V à 0 et voilà la boucle d'apprentissage. Ça veut dire que on va répéter pour chaque épisode, on va initialiser S, ça veut dire que l'état de départ, on sait où est-ce que le robot se trouve.
et répéter pour chaque step de l'épisode. Step ici, c'est toutes les actions que le robot prend. Ça veut dire s'il se déplace, c'est un step. Ou s'il décide de rester sur place, c'est aussi un step. Parce que rester sur place, c'est aussi une action. Ne pas faire quelque chose, c'est une décision en fait. Donc, A, c'est une action donnée par notre policier. On va exécuter A, observer S, observer R et S, S'. On va mettre à jour le V. Donc, à la sortie, on a notre V qui est optimal. Il y a une propriété de convergence sous les conditions que la somme des learning rates est infinie. La somme carrée des learning rates est finie. Ça veut dire que c'est toute la... le premier doit diverger, le deuxième doit converger. Et tous les étoiles doivent être visités d'une façon infinie. Donc, si ces conditions sont vérifiées, alors l'algorithme TD0 converge vers V du pi avec une probabilité 1. Ces deux conditions sont appelées conditions de Robbins-Monroe, que je n'ai malheureusement pas ajouté ici. Je vais l'ajouter avant pour mettre à jour le site plus tard. Mais déjà, c'est appelé les conditions de Robbins-Monroe. Donc, un exemple de learning rate valide, par exemple, c'est alpha t égale 1 sur t ou alpha t égale 1 sur racine de t, ainsi de suite. Comme je le disais en pratique, c'est 0,1 qu'on prend pour faciliter la tâche. On a également un algorithme de temporal difference qu'on appelle SARSA, qui est un algorithme de on policy. Ça veut dire que la police qu'on utilise pour générer les épisodes, c'est la même police qu'on veut améliorer. Donc, SARSA ici, c'est une abréviation qui signifie state, qui est un état, action. On a reward, qui est une récompense, state action. Donc, state action, reward, state action. SARSA apprend la valeur Q en suivant la même police pi pour choisir l'action AT en ST, choisir l'action suivante AT plus 1 en ST plus 1. Donc, voici la mise à jour des SARSA. Donc, comme je le disais, c'est une méthode on policy parce que la police d'exploration et d'évaluation est la même. L'algorithme, il est là. Comme vous pouvez le voir, c'est la même structure que les autres algorithmes. On initialise, les values fonctionnent et il y a là beaucoup d'apprentissage qui parcourt tous les épisodes. On initialise d'abord S, on choisit l'action depuis S avec une policy donnée. On répète pour chaque step. Step, comme je le disais, c'est à chaque fois que le robot fait quelque chose. Répéter pour chaque step, exécuter l'action, observer R et S', choisir une action A' depuis S' avec une policy epsilon greedy basée sur la valeur Q. Donc, la seule différence, c'est au niveau de la mise à jour SARSA. Et à la fin, on a notre Q optimal. Et quand on a Q, on a aussi la policy pi optimale. Les caractéristiques ou bien les propriétés de SARSA, c'est que c'est un policy, il y a une garantie. C'est beaucoup plus prudent parce qu'on tient compte de l'exploration dans l'apprentissage. Mais ce n'est pas optimal parce que ça converge vers la policy epsilon greedy, pas la policy optimale pure. Donc, l'astuce pratique, c'est de réduire epsilon progressivement pour s'approcher de l'optimal. On a la troisième algorithme de TD Learning qui est Q-Learning. C'est off policy, ça veut dire qu'on utilise une autre policy. On utilise une policy pour générer les épisodes, mais une autre pour optimiser. Donc, voilà, Q-Learning, c'est un apprentissage off policy. Q-Learning apprend directement Q optimal, indépendamment de la politique suivie. Voilà la mise à jour de Q-Learning. Donc, les différences clés avec SARSA, c'est que SARSA utilise Q, S', A' avec une action réellement choisie. Mais Q-Learning utilise plutôt une action optimale, ça veut dire qu'il maximise la value function. Ouais, c'est off policy, je crois que ça, je l'ai déjà expliqué. L'algorithme, c'est toujours la même, vous pouvez le voir. En entrée, on a le learning rate exploration epsilon. On a sorti Q, qui est optimal, et également la politique pi, optimale. On initialise la boucle d'apprentissage qui est là. On initialise S, on répète pour chaque step. La différence, c'est que la mise à jour est différente de celle de SARSA. C'est la seule différence. Et à partir de Q, on peut extraire la policy optimale en faisant celui-ci, parce que PS est tout simplement l'argument du maximum de Q. Sous ces conditions, ça veut dire que tous les états et actions sont visités d'une façon infinie. Et le learning rate satisfait les conditions de Robbins-Monroe qu'on a énoncé un peu plus haut. Et les Q-values sont bornées. Ça veut dire qu'il y a des bornes. Alors, le Q-learning converge vers Q optimal avec une probabilité de 1. Ça veut dire qu'on converge certainement.
un petit résumé de la comparaison entre Sarsa et Q-Learning. Voilà. Un exemple illustratif, c'est que l'exemple le plus courant qu'on utilise, c'est le cliff walking. Imaginons par exemple un grid wall là, comme celui-ci. Voilà, un état de départ en bas à gauche qui est là. Ça veut dire qu'on suppose que, bon, supposons que c'est un champ. On a un bébé qui se place à gauche en bas, ici. Et on dépose un biscuit qui est en bas à droite. Et l'objectif du bébé, c'est de pouvoir atteindre ces biscuits-là et de le manger. Donc, l'état, c'est en bas à droite et la falaise. Voici une falaise qu'il faut éviter pour ne pas se blesser ou mourir en chemin. Et le chemin sûr, c'est de contourner par le haut. Ça veut dire de s'éloigner le plus possible de cette falaise-là. Donc, le comportement qu'on va observer, c'est que l'algorithme de Sarsa va prendre un chemin sûr qui est loin de la falaise, car il va explorer avec Epsilon Greedy, alors que Q-Learn, il va prendre le chemin optimal sans se préoccuper de sa sécurité, par exemple. Et Q-Learn, il va apprendre ces chemins-là. Mais ça va s'éloigner le plus possible de cet obstacle. Donc, la raison, c'est que ça prend en compte les erreurs d'exploration dans son apprentissage. On a TD lambda et eligibility trace. Donc, on peut généraliser à un step return, c'est-à-dire TD0. Au lieu d'un simple step TD0, on peut utiliser n step. Voilà, TD0, on a ces returns-là. Maintenant, à deux steps, avec le deuxième step, on aura ceci. Donc, cette généralisation-là, vous pouvez également le faire. Donc, le trade-off, c'est que lorsque n est petit, il y a moins de variance, mais plus de biais. Donc, n est grand. Quand n est grand, c'est tout l'inverse. Combinaison de tous les n step return. Le paramètre lambda, c'est entre 0 et 1, contrôle le mélange. Donc, lambda return est défini par celui-ci. Vous pouvez voir qu'on a ajouté 1 moins lambda. Et au lieu de, voilà, au lieu de n égale allant de 0, on met plutôt n égale à 1. Et la puissance de lambda, c'est n moins 1, n moins 1, ainsi de suite. Les cas pratiques, c'est qu'on prend lambda égale à 0, lambda égale à 1, ainsi de suite. Mais quand lambda égale à 1, on se retrouve dans un cas de Monte Carlo, mais sans bootstrap. Bon. Exercice théorique. Je ne sais pas si on aura assez de temps pour... Oui. S'il te plaît, il y a une question aussi dans le chat. OK. Comment la valeur estimée évolue-t-elle au fil des épisodes selon la règle TD? La question est de savoir Oui. comment la valeur estimée VS évolue-t-elle au fil des épisodes selon la règle TD? Selon la règle TD. Là, c'est une progression générale parce que la value function sera supérieure à la value function de départ. Ça, ce n'est pas relatif aux algorithmes de TD parce qu'au départ, on initialise la value function à 0. Donc, avec le temps, on va donner la valeur à chaque state. Et plus l'agent va apprendre, plus l'agent va donner des valeurs qui sont représentatives du state. Il ne peut pas te dire que ça sera en train d'augmenter tout le temps. Ça sera croissante, monotone. Je ne peux pas te dire ça parce que plus l'agent apprend, plus l'agent comprend son environnement, plus l'agent va connaître la valeur d'un state précis. J'espère que le participant est satisfait. Voilà, je vais passer à l'exercice. Je ne veux pas, on n'aura pas assez de temps pour donner les 1 minute. Je vois qu'on est déjà à 11h23. En passant, monsieur l'animateur, à quelle heure est-ce qu'on devait arrêter l'atelier, puisqu'on a même commencé avec un retard? S'il vous plaît. OK. Je vois qu'il y a personne pour répondre. Déjà, l'exercice 1, c'est on imaginait un agent qui observe la transition suivante. On a S1, on a ST qui est égal à S1, voilà, qui va à ST plus 1 en prenant une action A1 et en recevant une reward de 3. Donc, on a les valeurs fonctions actuelles VS1, VS2, les paramètres alpha et gamma sont donnés. On vous demande de calculer le TD error.
On vous demande également la nouvelle valeur VS1 après mise à jour de TD0. Si VS2 était en réalité 5.0 au lieu de 15.0, quelle serait l'erreur? Interpréter le signe de TD error en ASC. On va passer directement à la résolution. Le TD error, on a la formule qui a été donnée. Il suffit de remplacer les valeurs. On retrouve le TD error qui est 6,5. Les mises à jour de TD0, on a cette mise à jour-là. On a défini plus haut. Donc, c'est le V de ST plus le alpha de l'erreur qu'on a calculé. Donc, il suffit juste de remplacer et puis on aura 10,65. Le TD error avec VS2 qui est égal à 5.0, on aura le TD error qui sera égal à moins 2,5. L'interprétation, c'est que le KA, on observe que l'erreur est supérieure à 0. Donc, il y a une sous-estimation de l'état S1. Donc, la mise à jour augmente ce VS1. Mais le cas delta, l'erreur négative, on a une surestimation, comme nous l'avons discuté dans le cours plus haut. Donc, vous allez parcourir ces exercices à la maison pour mieux apprendre. On a également les avantages et les limites. Les limites, c'est qu'il y a un biais d'estimation. Le bootstrap introduit du biais, contrairement à Monte Carlo. On a une sensibilité aux paramètres. Il y a un learning rate qui est crucial ici. La limite, c'est que ça peut diverger. Donc, il n'y a pas une assurance que ça converge. Une exploration nécessaire. Ça veut dire que tous les étoiles doivent être visitées. Le Q-learning peut surestimé. Il y a une maximisation du biais. Nous passons maintenant aux approximations et généralisations. Déjà, lorsqu'on traite des espaces d'état continus ou très grands, ouais, des espaces continus, ça veut dire, imaginons un robot qui se déplace dans un champ. Ouais. Un champ, déjà, c'est un espace de dimension 3 et l'axe des X, c'est continu. Donc, lorsqu'on traite ce genre d'espace, maintenir des représentations tabulaires explicites comme fonction des valeurs, table V ou table Q, devient opérationnellement irréalisable. Donc, ou même voire impossible. Donc, l'approximation des fonctions répond à ces défis en représentant les fonctions des valeurs et des fonctions des paramètres. Donc, on aura plutôt une fonction V qui dépend de S et paramétrée par θ, et Q qui dépend de SA et paramétrée par θ, où θ représente les paramètres apprenables. Donc ici, vous allez voir que les V et les Q peuvent être n'importe quoi qui peut être appris. Ça peut être un modèle linéaire, ça peut être n'importe quel modèle de machine learning, ça peut être un réseau de neurones, ça peut être un réseau de neurones convolutionnels, n'importe quoi. Donc, la seule chose qu'on veut, c'est qu'une fonction qui puisse associer le state à la valeur. C'est tout. Donc, cette fonction sera apprise lors de l'entraînement. Bon. Alors, pourquoi l'approximation des fonctions? C'est pour pouvoir permettre la généralisation. L'apprentissage sur des états visités se transfère aux états non visités. Et une scalabilité, ça veut dire il y a une gestion d'espaces d'état de haute dimension ou continu. Et une efficacité de représentation compacte au lieu d'une énumération exhaustive. Et cette approche est beaucoup plus réaliste lorsqu'on développe des algorithmes de reinforcement qui doivent être appliqués dans la vie réelle. Il y a une approximation linéaire, comme je le disais, le linear function approximation qui sera là. Je crois que ici tout le monde me comprend quand je dis une approximation linéaire. Le feature engineering est crucial pour l'approximation linéaire parce qu'on va faire le choix de fonctions polynomiales, c'est-à-dire polynomial basis qui sera là. On aura une fonction à base radiale. Oui. Excusez-moi, il y a eu une coupure chez nous. Là, les participants qui sont dans la salle ne parviennent pas à vous suivre. C'est seulement ceux qui sont en ligne. Si vous pouvez patienter un peu. OK. Merci. Et s'il te plaît, à quel moment est-ce qu'il y a eu coupure? Il y a un peu plus de 2 minutes. Hein. Ça, c'est le pays, hein.
Déjà, ceux qui sont en ligne, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ok, je vois déjà. Quelle est la différence entre la cible utilisée par Monte Carlo et celle utilisée par Temporal Difference? Je ne sais pas ce que vous appelez cible. Euh, mais déjà, je ne sais pas ce que vous appelez cible parce que généralement, lorsqu'on dit cible, c'est soit les V, les Q ou soit de la police IV. Ouais. Donc, initialement, déjà dans MC, comme je le disais, on génère. Ok, je vois cible, objectif d'apprentissage. L'objectif d'apprentissage est la même que ça ne dépend pas d'un algorithme quelconque. L'apprentissage, l'objectif, c'est d'évaluer les states et de trouver la police optimale. Donc, l'objectif d'apprentissage, c'est la même pour tous les algorithmes de reinforcement learning. Abdurrahman Issa Ouma, tu peux allumer ton micro pour pouvoir parler. Bonjour. Oui, bonjour. La question que j'avais posée, je voudrais parler en fait de l'objectif global de l'apprentissage par rapport à la target. Parce que Jean, j'ai tu cru veux... comprendre que Oui, vas-y. j'ai cru comprendre que la TD essaie de mettre à jour le partiellement en fait à chaque épisode le paramètre, contrairement à Monte Carlo. Donc je me dis par rapport à la target, quel est l'objectif, soit comment on peut comparer les performances de CD. Ok, déjà le TD, les algorithmes de TD en fait combinent Monte Carlo et Dynamic Programming. Comme je le disais au début de ce chapitre, les méthodes TD combinent les avantages de Monte Carlo et ça veut dire modèle free, apprentissage par expérience et des Dynamic Programming. Ça veut dire que bootstrapping, pas besoin d'épisode complet. Donc pour voir une comparaison, c'est que tu peux voir ces tableaux-là. Par exemple, ici, par exemple, on se concentre sur le return réel. Ça, c'est le cas de MC. Mais temporal programming, c'est pas un retour réel, ça veut dire qu'on considère plutôt RT plus 1 plus le gamma de VS. Donc, tu peux voir que euh, TD utilise un bootstrapping, mais MC n'utilise pas un bootstrapping. Donc, dans TD, on n'a pas besoin des épisodes complets, mais en MC, on a besoin d'épisodes complets. J'espère qu'on se fait comprendre. Et ça, c'est bon?
On peut continuer, Beria. Ok, ils sont des retours en ligne? Non, il n'y a pas la connexion, mais il y a certains qui se sont connectés. Donc, on va les connecter. En attendant, on peut connecter. Ils peuvent suivre en ligne directement. Ok, d'accord. Ouais, j'étais sur le Q-Learning. Voilà. Je crois que j'ai déjà introduit ça. Quelqu'un peut me dire où est-ce qu'on s'était arrêté? C'était sur l'exercice, c'est ça? Ok. On s'était arrêté sur l'exercice. Quelle question? Non, je voulais juste dire qu'on était arrêté bien sûr sur l'exercice. Ok, ok. Déjà, je crois que le premier, je l'ai déjà expliqué. De même que le deuxième, il suffit juste d'appliquer les formules qui sont indiquées. Le TD error de V2, on a ça, on calcule, c'est égal à moins 2,5. L'interprétation, c'est que quand c'est positif, c'est une sous-estimation. Négatif, c'est une surestimation. Et vous pouvez parcourir ces exercices à la maison, comme je le disais tout à l'heure, et également explorer les avantages et limites qui sont vraiment intuitifs. Passons donc à l'approximation et généralisation. Comme je le disais, lorsqu'on traite des états un peu plus complexes, comme un robot qui apprend dans un environnement réel, ça veut dire que le monde des humains, les actions sont continues parce qu'on ne sait pas vers quel côté le robot va se déplacer et à quelle distance. Donc, c'est des espaces d'état continus et parfois pour dresser des tables de véhicules, c'est un peu plus compliqué. On utilise donc des fonctions d'approximation. Et ces fonctions d'approximation-là représentent des modèles qu'on apprend. Et ces modèles peuvent être n'importe quoi, peuvent être des modèles linéaires, peuvent être des réseaux de neurones, peuvent être des réseaux de neurones convolutionnels ou tout ce qui peut associer les states aux valeurs. Donc, c'est plus pratique parce que ça généralise, c'est scalable, c'est efficace, et ainsi de suite. Donc, en première position, on a une approximation linéaire que j'ai déjà commencé à introduire. Donc, on a, pour l'approximation linéaire, il y a une mise à jour basée sur le gradient, ça veut dire semi-gradient temporal difference, qui est là. Ça veut dire qu'on met à jour θ en fonction de celui-ci. C'est vraiment un apprentissage automatique parce qu'on cherche les θ optimales. Voilà. Donc, l'erreur est celui-ci. Et pour l'approximation linéaire, on prend tout simplement cette quantité-là qui est égale à cette fonction. Donc, ce qui donne notre mise à jour au final de θ en fonction de alpha. Méthode semi-gradienne. On appelle cela une méthode semi-gradienne car on traite V de ST plus 1 θ dans la cible de TD comme une constante. Voilà. On ne dérive pas par rapport à elle. Cela brise le vrai gradient, mais fonctionne souvent bien en pratique et est computationnellement plus simple. Ça veut dire que lorsqu'il faut le programmer, il est plus simple et ça exécute plus rapidement. L'algorithme, il est là avec une approximation linéaire. Voilà, la structure est la même. Mais ici, c'est beaucoup plus pour l'apprentissage de la fonction, pas l'apprentissage de l'agent. Donc, on veut tout simplement estimer le θ tel qu'on a ça. Voilà. On répète pour chaque épisode, initialiser S et répéter. On a cette mise à jour-là qui est centrale et également ces mises à jour de θ pour pouvoir apprendre les paramètres de notre modèle. Il y a les avantages et les inconvénients, c'est que ça garantit une convergence sous certaines conditions. C'est simple et interprétable, calcul rapide, théorie bien comprise. Ça, c'est le cas de l'approximation linéaire. Maintenant, l'approximation non linéaire. Oui? Quelqu'un veut parler? Ok. L'approximation non linéaire. Ici, c'est connu sous le nom de Deep Reinforcement Learning. C'est-à-dire, on fait des approximations par des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones profonds fournissent une représentation des features flexibles et apprenables pour les fonctions de valeur, action, état. Donc, on a ça. Donc, on apprend cette fonction-là en étant. Cette fonction est même le réseau de neurones en personne. Et θ représente les paramètres qu'il faut apprendre. Et quand c'est une réseau de neurones, potentiellement, c'est des millions de paramètres comparés au modèle linéaire simple. Donc, l'objectif d'entraînement, c'est cette fonction-là qu'on essaie de. On utilise la descente des gradients stochastiques sur l'erreur quadratique de Bellman, qui est là. Voilà, on essaye. Ça, maintenant, c'est ce qu'on appelle loss function, lorsqu'on apprend des réseaux de neurones. Donc, l'objectif serait donc de minimiser ces loss functions. Donc,
initialement, la cible Y dépend de l'algorithme DQN. DQN, c'est Y égale à R plus max de celui-ci. Que tu appuies là-dessus, il va utiliser. Hassan Soria, tu peux fermer ton micro? Ok. Ok, merci. La mise à jour des gradients, c'est celui-ci. Donc, ceux qui sont familiers au réseau des neurones, vraiment, ça, c'est juste pour expliquer l'apprentissage des réseaux des neurones. Bon. Technique de stabilisation. Il y a plusieurs sources de stabilisation en type R. Lorsqu'on utilise des réseaux de neurones pour entraîner les value functions, la cible peut être mouvante. Ça veut dire que la cible de TD dépend des θ qui changent constamment. L'échantillon corrélé, ça veut dire que les expériences séquentielles sont fortement corrélées. Différence de l'approximation. Aucune garantie ne converge les approximateurs non linéaires. Donc, il faut de l'expérience, essayer plusieurs fois pour pouvoir trouver une convergence. La convergence n'est pas mathématique, c'est plutôt empirique. Il y a les méthodes clés de stabilisation que vous pouvez explorer. Il y a Experience Replay Buffer qui est de ces livres-là. Vous pouvez le voir en référence. Il y a une page de référence à la fin que vous pouvez explorer. Il y a également Target Network que vous pouvez également explorer dans les références. Donc, il y a également des techniques additionnelles, mais je ne vais pas rentrer en profondeur de ces techniques-là. Voilà l'algorithme de DQN. Ça veut dire que le Deep Q Network, c'est le Q-Learning, mais en utilisant un réseau de neurones. Voilà, initialisation. On initialise plusieurs choses. On initialise le replay buffer avec D avec capacité N. On initialise le Q-Network avec poids aléatoire. Vous voyez. On initialise le Target Network qui sera θ moins qui reçoit des θ initialement. Le θ, c'est le Q-Network de... oui, c'est le network qu'on a initialisé aléatoirement. Donc, on a le step count qui est là juste pour à des fins de comptage. Donc, on a la boucle d'apprentissage qui est là. Ouais. On initialise S. Maintenant, pour chaque step, on va exécuter tout ceci. Et pour chaque step, on va sélectionner une action selon Epsilon Greedy qu'on a déjà discuté. On va exécuter l'interaction avec l'environnement. Il y a une question? OK. On va exécuter l'interaction avec l'environnement. Ça veut dire exécuter l'action A, observer R et S', et aussi donne. Stocker la transition. Stocker cette transition-là dans la variable D. Maintenant, la boucle d'apprentissage. Si vous avez assez de données, vous exécutez cela. Ça veut dire échantillon mini-batch. Ça veut dire échantillonner depuis D, A et B, calculer les cibles et la mise à jour par gradient descent. Ça veut dire qu'on va mettre à jour, qu'on va calculer d'abord le loss function et mettre à jour le θ. Donc, à la fin, quand on aurait appris notre θ, on va tout simplement mettre à jour le target network. Ça veut dire que les value functions qui sont là. On va faire une transaction de S à S', et on met à jour le epsilon puisque c'est une décroissance graduelle. Ça peut être exponentielle ou bien linéaire, ainsi de suite. Donc, à la fin, on peut donc calculer notre policy optimale qui serait égal à arc max de notre réseau de neurones et détourner θ et pi. Et dans la plupart des algorithmes récents de reinforcement learning, c'est cet algorithme qui est implémenté à la base. Il y a des considérations théoriques et des bonnes pratiques à prendre en compte lorsqu'on développe des deep reinforcement learning algorithms. Et voilà, ce thème est connu comme D-Trail, qui est de cette référence-là. Vous pouvez le voir dans la documentation, dans les références. Ça veut dire la combinaison de ces trois éléments peut causer instabilité ou divergence qu'il faut bien maîtriser. C'est-à-dire une fonction d'approximation, surtout non linéaire. Comme c'est non linéaire, il faut bien spécifier cette fonction d'approximation, à savoir les paramètres, les hyperparamètres et tout. Il y a un bootstrapping, il faut utiliser les valeurs estimées, non les valeurs estimées comme cible. À l'exemple, comme une apprentissage temporal difference. Of policy learning, ça veut dire qu'il apprend d'une politique différente de celle évaluée. Ça peut être une source d'instabilité qu'il faut bien maîtriser pour pouvoir bien les entraîner. Quand les trois sont présents, la convergence n'est pas garantie. Donc, il faut faire très attention. Donc, il y a ces trade-offs entre biais et variance. Le problème, c'est qu'il peut y avoir underfitting, ça veut dire qu'il y a un sous-apprentissage qui a un biais très élevé. La cause, c'est qu'il y a une approximation
un approximateur trop simple, il faut le complexité. Voilà. Il peut y avoir overfitting, ça veut dire une variance très élevée. Et ceci signifie qu'il y a que le modèle mémorise sans généraliser. Ça veut dire qu'il faut faire des régulations ou bien il faut diversifier les données que vous aurez collectées pour l'apprentissage. Exercice pratique. Je crois qu'on n'a pas assez de temps. Je vais passer au chapitre suivant, mais ces exercices-là, vous pouvez les faire chez vous. Encore une approche qui est le plus utilisée dans la littérature, c'est les policy gradient methods. Jusqu'à présent, nous avons vu des méthodes basées sur les fonctions valeurs. Ça veut dire que les value-based methods comme Q-learning et DQN, qui apprennent d'abord une fonction de valeur, puis en déduisent une policy généralement greedy. Les méthodes par gradient de politique, les policy gradient methods, adoptent une approche différente. Elles apprennent directement une policy paramétrée. Ça veut dire que la policy est paramétrée directement par θ, en optimisant l'expérience du return via le gradient descent. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise les policy gradient methods? Parce que les actions sont continues. Ça gère naturellement les espaces d'action continue qui sont difficiles pour les Q-learning. Les policies sont stochastiques, c'est-à-dire ça peut apprendre les polices intrinsèquement stochastiques. Il y a une convergence, il y a une garantie de convergence plus forte lorsqu'on utilise les policy gradient methods et il y a une stabilité, c'est-à-dire un changement graduel de policy, pas de changement brusque comme greedy. En termes de comparaison entre value-based et policy-based, c'est que les value-based apprennent les Q et V-value et la policy dérivée implicitement, ça veut dire le argmax, on peut calculer. C'est difficile pour les actions continues. Il peut y avoir des changements brusques de policy. Mais policy B, c'est que apprend directement la police pi paramétrée par θ. Il y a une optimisation explicite de la policy. C'est naturel pour les actions continues et les changements graduels et stables. OK. Je vois que c'est pas... Il y a un participant qui se plaint de la police. OK. Je crois que ça doit être suffisant. Le théorème de policy gradient, l'objectif d'optimisation, c'est qu'on cherche à maximiser l'expérience du return total. Voilà. On maximise cette quantité-là. Où T, c'est tout simplement est une trajectoire qui est générée par la policy θ de pi. Donc, on a un théorème qui parle de policy gradient théorème. Ça veut dire que le gradient de l'objectif par rapport au paramètre de la policy est donné par cette quantité-là. Où GT est tout simplement la somme cumulative des returns et le return depuis le temps T. L'interprétation intuitive, c'est que cette quantité-là, c'est la direction qui augmente la probabilité de l'action AT. Et GT, c'est le score de cette action. Ça veut dire que, le score de cette action, qui est le return obtenu après l'avoir prise. Le GT, c'est... Lorsque le GT est élevé, ça augmente la police de cette action-là, sachant qu'on est dans la ST. Et si GT est faible, ça diminue également cette police-là. Pourquoi cette forme? Le gradient a une probabilité utile appelée log derivative trick qui est là. Cela permet de transformer le gradient d'une expérience en expérience d'un gradient, ce qui est essentiel pour l'estimation Monte Carlo parce que ces propriétés sont importantes qui ne nécessitent pas de modèle de l'environnement, fonctionnent avec des espaces d'action discrets ou continus, peut être optimisé par échantillonnage Monte Carlo. Donc voilà les avantages. Le premier algorithme qu'on va aborder dans policy gradient, c'est reinforce algorithme. Reinforce depuis ces papiers qui a introduit cet algorithme est l'algorithme de policy gradient le plus simple, utilisant des estimations Monte Carlo du return. L'algorithme de base, il est là. Voilà. On prend en entrée le learning rate, le discount factor, et une sortie, on entraîne une police paramétrée qui est là, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a une phase d'initialisation aléatoire de la policy. On répète pour chaque épisode, on génère l'épisode complet, on met à jour après l'épisode. Donc, pour chaque épisode, on va faire une mise à jour. L'avantage, c'est que Reinforce est simple et intuitif et non biaisé et fonctionne avec des actions discrètes et continues, garantie de convergence vers un minimum local. Il y a également des inconvénients
comme la variance est très élevée, il y a une nécessité des épisodes à être complets. L'apprentissage langue dû à la haute variance est simple et inefficient. Ça veut dire qu'il y a besoin de nombreux d'épisodes. Comme vous pouvez le voir, comme je le disais, on met à jour à chaque épisode. Donc, on génère l'épisode et après, on met à jour. Le problème de variance, pourquoi est-ce que la variance est un problème? Parce que dans Reinforce, GT peut varier énormément entre épisodes, même pour le même état d'action. Parce qu'un épisode chanceux peut avoir un GT très élevé et ça va conduire à un surajustement. Et un épisode malchanceux, ça veut dire qu'un GT très faible, ça veut dire que l'agent va prendre des actions qui vont lui faire réduire des récompenses, qui va lui donner le moins des récompenses. Donc, il y aura une sous-estimation. Le résultat, c'est qu'on va faire un apprentissage instable et très lent. Donc, une variance très élevée aura besoin de beaucoup d'échantillons et ce n'est pas assez efficace. Introduction d'une baseline. On peut soustraire une baseline B du return sans introduire le biais. Ça veut dire qu'on peut avoir ce truc-ci là. Ça veut dire qu'on aura plutôt on va plutôt avoir l'espérance de cette quantité-là. Et pourquoi la baseline ne change pas de l'espérance? Preuve que soustraire B de ST ne biaise pas le gradient. Souvenons que le B ici, c'est la politique qu'on utilise pour générer les épisodes. Donc, ça ne biaise pas le gradient, voici ça. Vous pouvez les explorer. Le choix de baseline optimal. Les baselines courantes qui sont utilisées sont par exemple baseline constante, on utilise un B qui est tout simplement le moyen des returns. Il y a un state dependent baseline qui est là, qu'on fait tout simplement égal à la valeur de l'état. Et on peut également apprendre le baseline, ça veut dire approximer V avec un réseau de neurones. Voilà, Reinforce avec baseline. Le deuxième algorithme de policy gradient method, c'est actor critique methods. Les méthodes actor critique combinent le meilleur des deux mondes. Ça veut dire policy gradient, qui est un actor, et value function approximation, qui est la partie critique. Donc, déjà, c'est une architecture avec deux composantes actor, qui est une politique. Donc, c'est paramétré par θ, qui apprend la policy pi de prendre une action A, sachant qu'on est dans un state S et paramétré par θ. Il y a une mise à jour par policy gradient. La partie critique, c'est qu'on a un paramètre W qui apprend la value function V ou Q et mise à jour par TD Learning. L'avantage, c'est que le critique réduit la variance du gradient en fournissant une baseline apprise. Donc, on a plusieurs extensions de actor critique. On a one step actor critique, contrairement à Reinforce qui attend la fin de l'épisode. Actor critique peut faire des mises à jour à chaque step en utilisant le bootstrapping comme temporal difference. Donc, techniquement, c'est à peu près la même structure de l'algorithme, sauf que acteur critique n'attend pas, comme je le disais, n'attend pas la fin de l'épisode pour pouvoir mettre à jour. Donc, pour chaque step, on va faire, on sélectionne une action selon la police, on exécute l'action. La partie critique, c'est qu'on va calculer le TD error qui est là et une mise à jour critique de TD learning et une mise à jour actor policy gradient selon cette politique, selon cette formule. Et à la fin, on a les paramètres de notre policy et les W. Reinforce contre actor critique, comment est-ce qu'on peut les comparer? Reinforce, en fait, utilise le JT, return complet de Monte Carlo. C'est une estimation non biaisée, mais haute variance nécessite des épisodes complets, alors que actor critique utilise un TD error, estimation biaisée, mais faible variance, peut faire des mises à jour online, ça veut dire qu'à chaque step, plus efficace en termes d'échantillon. Donc, on a regroupé ça dans un tableau. Il y a plusieurs avantages et applications des algorithmes de policy gradient qui sont les actions continues, par exemple, gèrent naturellement les espaces d'action, comme je le disais au début. C'est essentiel pour la robotique, pour le contrôle de moteur, etc. Les policies stochastiques peuvent apprendre des stratégies intrinsèques stochastiques et c'est utile pour les jeux à information partielle, par exemple, pierre, papier, ciseaux, ainsi de suite. Il y a une stabilité parce qu'il y a un changement graduel de policy et une garantie de convergence vers un minimum local. C'est simple parce que pas besoin d'opérateurs max difficile et en continu. Il y a une architecture neurale directe, ça veut dire état vers probabilité. Il y a également des limites qui sont
liées aux Policy Gradient Methods. Alors, vous pouvez également explorer ces exercices-là pour mieux comprendre. Nous allons passer au chapitre suivant. Il y a également Deep Reinforcement Learning qu'on a déjà introduit, mais il y a plusieurs algorithmes de Deep Reinforcement Learning. Il y a DQN, PPO et bien d'autres. Donc, il y a d'abord DQN, l'idée clé, c'est d'approximer Q, la value function, par un réseau de neurones paramétré par θ et utiliser l'expérience replay plus target network. Donc, la fonction de perte, c'est celui-ci, l'expérience de celui-ci. Il y a un format là, un dollar qui s'est ajouté. Bon. Deuxièmement, on a Proximal Policy Optimization, qui est une méthode on policy. Ça veut dire que la police utilisée pour explorer, la politique utilisée pour générer les épisodes, c'est la même police qu'on améliore. C'est une méthode moderne qui stabilise le gradient de la police via une borne sur la mise à jour. Donc, la fonction objectif tronqué sur un pass, c'est celui-ci. Il y a un format là, avec θ. Bon, ça, c'est des typographies LaTeX. L'architecture, c'est que le choix du réseau de neurones peut être un MLP, CNN pour les observations d'images ou bien N pour des partial observability. Il faut standardiser, normaliser les états et les rewards pour éviter les problèmes lors de l'entraînement. Ou bien il faut également sauvegarder et monitorer, ça veut dire les TensorBoard, weights, bias, ainsi de suite. Petit schéma du pipeline, il faut choisir un algorithme, il faut modéliser, ça veut dire choisir une architecture de ton réseau. Il faut set up le reply ou le data pipeline si vous avez besoin. Il faut entraîner et observer. Il faut analyser les courbes, ça veut dire les retours moyens, les variances, les fréquences d'exploration. Ça vous permet de savoir si votre algorithme, si votre agent est en train de bien apprendre d'une façon optimale. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va passer à l'étude des cas, où on va implémenter quelques algorithmes qu'on vient de présenter. Abdelaziz, tu es là? Oui, je suis là. Actuellement, il y a une question dans la salle. Tu peux juste patienter, on va passer le micro. OK. Classe terminale S. Ici, Carmen Gonzalez. J'aimerais savoir quelle est la programmation du robot. Comment sont-ils programmés? S'il vous plaît, j'ai du mal à écouter les questions. Abdel, tu peux me reprendre la première question pour qu'on réponde des questions que je donne les réponses après chaque question. Je dis quelles sont les programmations, les programmations du robot. Comment ils sont programmés les robots? OK, je comprends. Déjà, je te félicite pour le courage que tu fais, que vous avez fait pour être dans cet atelier. Déjà, le fait d'être en terminale S montre un intérêt que vous avez pour l'intelligence artificielle. Déjà, le problème que tu poses, c'est deux problèmes différents. Ça veut dire qu'il y a la robotique et l'intelligence artificielle. Déjà, du côté de la robotique, c'est le facteur, il y a deux composants dans la robotique. Ça veut dire que le design matériel, ça veut dire que les bras du robot, les pieds du robot, ainsi de suite, les articulations du robot. Ça, c'est le côté matériel du robot. Maintenant, le côté logiciel du robot, c'est qu'il faut designer, qu'il faut définir les actions du robot.
comment est-ce que le robot est censé lever la main, comment est-ce que le robot est censé bouger ses pieds. Ça, maintenant, ce qu'on fait souvent, c'est qu'il faut concevoir maintenant l'aspect logiciel du robot. Maintenant, du côté de l'intelligence artificielle, ce qu'on fait dans les algorithmes de reinforcement learning, c'est que on suppose qu'on a déjà accès aux actions que le robot peut faire. On sait déjà que le robot peut bouger ses pieds d'une distance bien précise, peut bouger ses bras d'une distance bien précise, peut parler, et ainsi de suite. Mais le robot n'a pas de cerveau. En intelligence artificielle, maintenant, on va équiper le robot d'un cerveau qui sera notre modèle, qui sera entraîné. Ça veut dire que quand on va déployer nos algorithmes, notre modèle dans le robot sera en mesure d'observer l'environnement dans lequel il se trouve et prendre une action en utilisant le modèle qu'on aurait déployé sur ces robots-là. Mais déjà, dans cet atelier, on s'intéresse uniquement à l'aspect d'IA. On ne va pas créer un robot, on ne va pas créer l'aspect logiciel du robot. Nous, on suppose qu'on a déjà un robot bien fait par l'équipe de robotique. Nous, on veut rendre le robot plus intelligent. J'espère que la participante est satisfaite. Déjà, merci pour la question. Deuxième question? Ma question est la suivante. Quel est le langage utilisé en informatique pour la fabrication des robots? Merci. OK. Je vois qu'il y a un intérêt plus concentré sur la robotique. Bon, déjà, pour concevoir les robots, comme je le disais, il y a deux aspects. Il y a l'aspect matériel et l'aspect logiciel. L'aspect matériel, vous n'avez pas besoin de langage de programmation puisqu'il faut fabriquer les objets en 3D. Voilà. Et je ne suis pas un spécialiste de la robotique, mais il y a deux composants de la robotique. Déjà, l'aspect matériel, comme je le disais, mais l'aspect logiciel, vous pouvez utiliser n'importe quel langage de programmation, système, comme C, C++, Java, Python. Je crois qu'il y a un framework sur Python qu'on appelle ROS Programming. Avec ROS, en fait, tu peux créer un opérateur de système qui sera installé dans le robot, qui va interagir directement avec le système. Je crois que c'est tout. S'il n'y a pas d'autres questions, on va progresser avec la séance pratique. Déjà, si vous arrivez sur cette étude de cas, vous allez... Il y a d'autres questions dans la salle. OK. On va prendre une question de plus pour nous permettre de progresser. Je suis dans le domaine bien étudiant. Alors, j'ai trois petites préoccupations. Mais je tiens d'abord à dire merci pour cet exposé, malgré qu'il est trop accéléré. Alors, ma première préoccupation, c'est que le conférencier a présenté plusieurs algorithmes. Alors, je me fais savoir, est-ce que ces algorithmes sont standards ou est-ce qu'on peut les modifier pour adapter à ce que nous, on entend de notre agent intelligent? Et dans la deuxième préoccupation, c'est de savoir quelles peuvent être les répercussions d'un agent intelligent sur l'homme et son environnement. Quelles peuvent être les répercussions d'un agent intelligent sur l'homme et son environnement? S'il te plaît, je veux qu'on, puisque je peux oublier les questions, j'aimerais répondre directement à tes questions au fur et à mesure que tu les poses, puisque c'est un atelier, c'est censé être interactif. Déjà, la première question, c'était de savoir est-ce que c'est les algorithmes que je viens de présenter modifiables? Déjà, je vais te dire que nous ne sommes pas à l'église, ou du moins à la mosquée, pour pouvoir prendre tout ce que j'ai dit au comptant. Déjà, je vous encourage à questionner les algorithmes que je viens de les présenter. Les fonctions de perte. Pourquoi est-ce qu'on utilise telle fonction de perte? Est-ce qu'il y a une meilleure façon d'utiliser, de faire une fonction de perte? Vous pouvez questionner tout ce qu'il y a ici. C'est comme ça que ce n'est que comme ça que vous pouvez créer des algorithmes, créer des IA innovants. Parce que justement, j'ai insisté sur l'aspect mathématique parce que si vous ne connaissez pas les fondements mathématiques, si vous ne connaissez pas les expressions mathématiques, si vous ne connaissez pas comment est-ce que ces choses se font dans la machine, vous ne pouvez pas les améliorer justement. Donc, ici, c'est juste un cours pour vous introduire et effectivement, ça, c'est juste une introduction. Il y a un aspect un peu plus large du reinforcement dans tous les domaines d'activité. Donc, ici, prenez ça comme une introduction. Vous pouvez les modifier comme bon vous semble. Il suffit que vous atteignez l'objectif que vous êtes fixé. Rien n'est au comptant. Deuxièmement,
si je me rappelle bien, la deuxième question, c'est de savoir quelles conséquences ou bien quel effet les agents intelligents peuvent avoir sur l'homme. C'est ça? Bon, déjà, ça dépend du système d'IA. Ça dépend du système de reinforcement learning que tu aurais implémenté. Est-ce que c'est un agent qui va interagir directement avec l'homme? Ça veut dire une conversation avec l'homme. Si c'est un système d'interaction avec l'homme, c'est qu'on sait déjà qu'il y a des modèles qui sont bien connus comme ChatGPT qui implémentent des algorithmes de reinforcement learning. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu interagis avec le modèle apprend de toi. Ça veut dire que toi-même, tu es en train d'enseigner le modèle au fur et à mesure que tu communiques avec le modèle. On appelle ça reinforcement learning from human feedback. Donc, du coup, tu as la possibilité d'influencer l'IA, de lui apprendre des nouvelles choses. En fait, pour pouvoir performer mieux au fur et à mesure que tu interagis avec lui. Il y a des systèmes d'IA qui ne sont pas directement reliés à l'homme, qui est par exemple relié au secteur d'activité. Par exemple, dans la finance, vous avez par exemple un système de reinforcement learning qui interagit avec les clients ou bien qui interagit avec le système qui est mis en place en tant que tel. Il y a des algorithmes de reinforcement learning qui interagissent avec des systèmes d'agriculture intelligents pour pouvoir gérer par exemple l'irrigation des plantes, la pulvérisation, et ainsi de suite, qui prend des actions autonomes en fonction des observations de l'agent. Donc, du coup, ça dépend vraiment de l'IA qui est implémentée. Donc, ça ne dépend pas d'un algorithme précis, mais de la façon dont tu déploies l'IA dans ton système. La troisième question? Le développement et la fabrication d'un agent intelligent. Quels sont les outils qu'il faut pour le développement et la fabrication d'un agent intelligent? Bon, les outils qu'il faut pour la fabrication d'un agent intelligent. Déjà, pour développer, bon, en ce qui concerne cet atelier, pour développer des algorithmes de reinforcement learning, tout ce qu'il te faut, c'est un ordinateur et la connexion Internet. Et aussi ton cerveau. Ça veut dire que la motivation de découvrir plus d'apprendre plus sur l'intelligence artificielle et aussi cet esprit de curiosité et cet esprit critique qu'il te faut pour pouvoir questionner ces algorithmes-là, les améliorer. Et voilà, c'est tout ce qu'il te faut. C'est tout? OK. S'il n'y a plus d'autres questions, nous allons parcourir rapidement cette étude de cas. Oui, merci. Il y a un autre qui est en train de poser des questions. Rien. C'est mieux Parlez que... à haute voix. Oui, merci d'avoir m'accordé la parole. Ma question concerne sur les systèmes robotiques et puis l'IA. Nous savons bien que le système robotique, vous venez de dire que c'est un concept. Les systèmes je ne vous reçois plus. Vous êtes là? Abdel, vous me recevez? Peut-être des problèmes techniques. On dirait qu'il y a encore une coupure. Abdel, vous me recevez? OK. On va avancer sur
sur l'étude des cas. Déjà, si vous arrivez ici, vous avez un bouton pour ouvrir sur Colab. Ça veut dire que vous pouvez visualiser ces notebooks sur Colab et essayer de modifier pour pouvoir apprendre mieux. Déjà, les algorithmes qu'on va implémenter, c'est SARSA, Q-Learning, Reinforce et Ator Critique. Effectivement, on ne peut pas implémenter tous les algorithmes, mais ceux-ci sont des algorithmes qu'on va implémenter. On va utiliser la librairie Gymnasium, qui est un successeur de Gym. Avant, c'était Gym, mais maintenant, c'est Gymnasium sur Python, qui est une interface moderne, stable, développée par OpenAI. Donc, on va utiliser Gymnasium. On va utiliser l'environnement Cardball V1, qui est basique, simple à exécuter. Et voilà. Chaque algorithme sera implémenté from scratch, ça veut dire à partir de zéro pour la clarté et la compréhension. Au départ, on charge d'abord les bibliothèques nécessaires qui sont là. Donc, si dans un environnement local, vous devez d'abord installer ces bibliothèques pour pouvoir exécuter en local. Donc déjà, Carbol, c'est un environnement virtuel. Voilà, on a quelque chose comme un marteau. Voilà. L'objectif, c'est de pouvoir... Vincent, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? OK, on a cet environnement-là. L'objectif, c'est de pouvoir bouger de gauche à droite pour pouvoir maintenir la barre verticale, pour ne pas que ça tombe. Donc déjà, vous pouvez le voir ici. Ici, on a K position qui est 1 et X ici. K position, c'est entre moins 4,8 et 4,8. Donc, c'est continu. On a X dot ici, c'est la vitesse de cet objet-là à bouger sur l'axe des X. On a θ qui est l'angle qui sépare la barre verticale de la direction verticale. Donc, c'est cet angle-là, noté 3. Donc, pour Angular Velocity, ici, c'est la vitesse que la barre puisse rôder. C'est en radians par seconde. Donc, du coup, on a deux actions qui sont discrètes, bouger vers la gauche, pousser vers la droite. Donc, à chaque fois, à chaque step où le pôle est maintenu, à chaque fois qu'on bouge le marteau, on a plus 1. Quand la barre verticale est toujours maintenue verticale. Donc, l'objectif est d'obtenir la plus longue durée possible. Donc, l'épisode se termine lorsque le marteau quitte la zone de contrôle, ça veut dire qu'il est hors de moins 4,8 et 4,8. Et aussi, lorsque la barre ne tombe pas, ça veut dire que θ ne dépasse pas un certain seuil, 0,4,18 radians. Donc déjà, on explore l'environnement, on va voir qu'on peut voir l'action space et discrete tool, observation space qui sont là, comme je le disais. On a toutes les actions qui sont là. Maria, ton micro est fermé, s'il te plaît. Vous me recevez maintenant? Oui, c'est bon. OK. Je ne sais pas comment ça s'est fermé, mais bon. OK. Le but MLP ici, c'est pour pouvoir construire le réseau de neurones qu'on va apprendre. Le plot reward, c'est tout simplement pour représenter le graphique comment dirais-je, de la récompense au fur et à mesure qu'on apprend. Et aussi, record police, c'est juste pour enregistrer la vidéo pour qu'on puisse le voir. Bon. Déjà, dans les algorithmes de temporal learning, ce qu'on va faire, c'est Q-learning et SARSA. Déjà, on va discrétiser les states. On a vu tout à l'heure que les states X, c'est entre moins 4,8 et 4,8. Alors que les algorithmes de temporal learning, c'est beaucoup plus pour les actions discrètes. Donc, on va discrétiser. Ça veut dire qu'on va diviser. Voilà. On va diviser l'intervalle moins 4,8 à 4,8. Ici, c'est notre fonction de Q-learning SARSA qui prend en paramètre le type de modèle. Voilà. Donc, initialement, non, ça c'est record policy, c'est toujours la même chose. Donc, on va prendre le value-based model ici. Le méthode, c'est Q-learning ou bien SARSA. Par défaut, c'est Q-learning. Donc, cet algorithme, c'est ce qu'on a vu dans la partie théorique. C'est tout simplement for episode in episodes. Ça veut dire que pour chaque épisode, on fait une initialisation, on choisit l'action initiale. Et voilà la boucle d'apprentissage qui sont là. Voilà. Donc, on va apprendre ceci pour 800 épisodes. Et après les 800 épisodes, voici la comparaison des récompenses totales qu'on aurait gagné lors de l'apprentissage. On voit qu'au début,
la récompense est faible parce que le modèle est en train de découvrir l'environnement et on voit que c'est croissant, mais pas monotone. Donc, à un certain niveau, la récompense devient stable, mais plus on entraîne, plus la récompense est grande. Mais déjà, on voit ici que SARSA est plus élevé que Q-Learning. On a vu ça dans la partie théorique que SARSA peut être meilleur que Q-Learning. Donc, voilà. Donc, pour avoir la même performance sur Q-Learning, il faut entraîner sur plusieurs épisodes. Donc, déjà, après l'entraînement, on peut voir que pour le Q-Learning, on peut voir ici, ouais, Q-Model, on peut voir qu'on arrive quand même à maintenir la barre verticale sur une certaine période de temps. Donc, pour le maintenir un peu plus longtemps, il faut entraîner encore plus. Pour SARSA, nous avons également la même chose, mais SARSA, comme je le disais, on n'arrive pas à maintenir sur une plus longue distance. Voilà. Mais pour que ça reste un peu plus longtemps, il faut entraîner sur plusieurs épisodes. On a également des policy gradient methods qui sont reinforce et acteur critique. Voilà. On implémente le reinforce qui est là. On va entraîner sur 800 épisodes. Il y a également acteur critique qui est là, qu'on a implémenté. On va également l'entraîner. On va l'entraîner plutôt sur 300 épisodes pour ne pas perdre trop de temps dans l'entraînement parce que acteur critique est un peu plus lent par rapport à reinforce. Après ça, on a cette comparaison-là. On voit que acteur critique croît un peu plus vite que reinforce. Donc, pour avoir la même performance que reinforce, il faut l'entraîner un peu plus. Voilà. Et dans reinforce, on arrive quand même à maintenir la barre sur une longue distance, sur une longue période de temps, avant que ça ne tombe. Et pour acteur critique, voilà, on a une performance qui n'est pas aussi mal. Il y a également DQN, Deep Reinforcement Learning, qu'on a un réseau de neurones qu'on va entraîner. Voilà, le Q-model, c'est un bulle MLP qui a en entrée le nombre de states et le nombre d'actions. Donc, le DQN également, on l'entraîne sur 800 épisodes. On a une récompense qui n'est pas mal. Voilà, quand on compare avec les autres méthodes, voici, on voit que le reinforce est largement meilleur que les autres sur 800, mais acteur critique peut être meilleur si on entraîne aussi sur 800 épisodes. Donc, acteur critique, voilà, on arrive quand même à le maintenir. Ça, c'est des visualisations pour voir si notre agent vraiment a pris. Pour finir rapidement, il y a plusieurs applications du RL qu'on peut appliquer dans le contexte tchadien, par exemple, comme je le disais, en robotique et contrôle intelligent, qu'on rend les robots un peu plus intelligents pour agir dans l'environnement, par exemple, l'agent et le robot ou le bras manipulateur en tant que tel. Ça dépend du design que vous avez choisi. Les états, par exemple, position articulaire, vitesse, orientation spatiale du capteur. Les actions peuvent être des couples de moteurs, trajectoire, mouvement articulaire et la récompense, c'est vous qui la définissez. Également dans l'agriculture et gestion des ressources naturelles. Voilà, l'agent peut être un système d'irrigation intelligent. On n'a pas besoin d'être un robot physique comme on l'entend. Les états peuvent être une humidité du sol, température, prévision météo, et ainsi de suite. Les actions peuvent être ouvrir, fermer les vannes, ajuster les volumes d'eau, ainsi de suite. Bon. En santé médecine, les algorithmes DRL peuvent être utilisés pour la planification des traitements, la découverte des médicaments et la robotique chirurgicale. Un agent peut être un algorithme de traitement personnalisé. L'état peut être niveau de glucose, ainsi de suite. Les actions peuvent être ajustement de la dose d'insuline et c'est vous qui les définissez en fonction de l'objectif. Dans l'énergie et l'environnement, ça peut être utilisé pour optimiser la production et la distribution d'énergie, notamment dans les micro-réseaux et les systèmes solaires. Donc, l'agent est un système de contrôle d'énergie. L'état, niveau de batterie, demande ensoleillement. Les actions, c'est charger, décharger, activer, désactiver certaines charges. Donc, transport et mobilité. Les algorithmes de RL peuvent être utilisés pour la navigation, pour la gestion du trafic et pour la planification d'itinéraire. Également, on retrouve ces algorithmes dans les voitures autonomes qui n'ont pas besoin de chauffeur, par exemple, qui roulent tout seul. Ça, c'est des algorithmes d'RL. Donc, l'agent peut être le véhicule autonome ou système de contrôle de trafic. Les étapes peuvent être la vitesse, position, distance aux autres véhicules, ainsi de suite. Action, accélérer, freiner, tourner, changer de voie, ainsi de suite. En éducation également, il est appliqué. Donc,
beaucoup plus pour le tutorat intelligent et pour pouvoir adapter le contenu pédagogique au rythme de l'élève. Donc, l'agent est un tuteur intelligent. Donc, l'état peut être dans le niveau de l'étudiant en performance précédente. L'action peut être proposer un exercice, expliquer, donner un indice, ainsi de suite. Donc, je vais finir par vous remercier pour votre participation à cet atelier. Ça montre qu'il y a l'intelligence artificielle précisément aux algorithmes de reinforcement learning. Et j'espère que cet atelier a été bénéfique pour vous, que vous avez appris les fondements théoriques et les applications, que vous pouvez les approfondir depuis chez vous. Et je vous encourage à pratiquer les exercices, à faire des exercices pratiques, c'est-à-dire les exercices de mathématiques pour pouvoir comprendre les fondements théoriques. Et vous pouvez me contacter à tout moment pour rester en contact ou pour des éclaircissements. Je serai vraiment honoré de prendre contact avec chacun d'entre vous. Donc, vous avez également les références bibliographiques que vous pouvez exploiter pour plus de connaissances sur le reinforcement learning. Merci. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions, Abdel. Oui, c'est pas ça. C'est doublé là. Non. Oui, Maria, est-ce que tu me laisses là? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Ok, ok, déjà, déterminé. Et il y a quelques questions, 3 questions, c'est ça. Et après, on va passer à une autre intervention. Donc, des questions, s'il vous plaît. Et après, veuillez approcher le micro et parler à votre place, s'il vous plaît. Sinon, on va retrouver dans la question. Ok, merci. Et maintenant, on va apporter la parole. Je reprends le nom de Hassan Mohamed Souria. Ma question concerne sur le système robotique et nous avons venu de répondre à la question sur la création des petits robots. Mais je vous demande, est-ce que dans quelle partie de la création du robot l'IA intervient exactement? Parce que pour créer un robot, il faut des équipements électroniques et dans quelle partie exactement l'IA intervient dans la création des robots? Merci. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux directement, on passe à une autre question ou on va directement des profs? Non, je préfère répondre. Déjà, cette question a déjà été posée. Ici, on ne crée pas des robots. Déjà, on ne crée pas des robots. On rend les robots intelligents. Donc, depuis l'étape de création des robots, tu crées d'abord un robot. Ça veut dire que tu fais une conception matérielle. Tu fais un design d'abord, après, et tu pars en industrie, tu mets en œuvre ton robot. Maintenant, après la mise en œuvre de ton robot, tu équipes le robot d'un système. Ça veut dire d'un système d'opérateurs, des robots. Que j'ai dit qu'on pourrait le développer avec le framework Rust de Python. Maintenant, après avoir fait ceci, la prochaine étape, c'est de rendre le robot plus intelligent parce que, a priori, le robot ne connaît rien faire. Il sait les actions qu'il faut faire, mais il ne sait pas à quel moment est-ce qu'il faut faire ces étapes-là. Donc, nous, on utilise le reinforcement learning pour pouvoir entraîner le robot à être intelligent. C'est la seule chose qu'on fait ici. D'accord, je pense que un intervenant après aussi va compléter ta réponse et on prendra la question suivante. OK. Bon, salut à vous tous. Je réponds au nom de Ahmed Maïmouna. Ma question est de savoir sur les systèmes. Je veux savoir, est-ce que les robots ont des émotions comme les humains ou d'accord, je pense que c'est facile très rapidement. Tu peux dire quelques mots et passer à la question suivante. Si c'est très bas, vous est-ce que tu as reçu la question? Et je n'ai pas suivi la question, hein, puisque beaucoup de personnes parlent au même moment. Pardon? Est-ce que les robots ont des émotions? Ça, c'est une autre problématique parce que un robot n'a pas de cerveau. Tu ne peux pas dire qu'un robot
à une émotion ou quelque chose. Pourtant, tu peux dire que le modèle d'IA, est-ce que ça a d'émotion? Ça, c'est une question de recherche que tu peux te focaliser. Mais des recherches ont montré que plus tu montres d'émotion à un modèle d'IA, ça veut dire que si tu prends par exemple ChatGPT, tu lui parles d'une façon émotionnelle, disons simple, écris un prompt, genre aide-moi à traiter cet exercice, mon avenir dépend de cet exercice, s'il te plaît, aide-moi, donne-moi une réponse optimale, la plus meilleure possible, parce que je suis entre la vie et la mort. Ça, par exemple, c'est un prompt émotionnel. Tu as exprimé de l'émotion dans ta question. Maintenant, des recherches ont montré que ChatGPT traite ces émotions-là différemment. Ça veut dire que plus tu donnes de l'émotion, plus le modèle peut donner une réponse optimale, la plus optimale possible, en fonction des types de modèles. Donc, il y a des modèles, je ne peux pas te dire que les IA sont émotionnels, mais des recherches ont montré que certains modèles d'IA réagissent à des émotions, par exemple. Ok. Merci de m'avoir entendu la parole. Moi, je n'ai pas été vraiment très loin à l'école, donc j'aimerais savoir plus sur la curiosité que je suis à l'université. Les mots comme data, programmation, algorithme, logiciel, tout ça là, j'ai écouté les équipes. Heureusement pour moi, aujourd'hui, je suis en face de ceux qui sont dans le domaine. J'aimerais bien. Merci, Madame. Nous avons qualifié sur différents aspects de l'île, mais on revient un peu sur la dernière question. Il y a un participant qui a posé une question par rapport aux émissions. Oui. Oui. Donc, j'ai écouté votre réponse et je voudrais savoir quelle est votre comment vous qualifiez la réponse de Sophie quand on lui a demandé et si on vous débranche, si on vous arrête, si on arrête Sophie, on lui a posé la question. Vous savez qu'est-ce que j'ai du mal à comprendre la question. Le robot Sophie, quand on lui a demandé et si on vous débranche, et si on vous arrête, ça veut dire qu'est-ce qu'elle a répondu? Est-ce que vous savez quelle était sa réponse? Il y a un robot qui a été conçu, un robot intelligent, donc un robot, un humanoïde qui a été conçu. Il a vraiment l'aspect humain. Okay. Et pendant l'interview, pendant que les journalistes sont en train de l'interviewer, on lui a demandé si on vous débranche, si on vous arrête, ça veut dire si on arrête le courant, puis on vous arrête. Ou bien si on vous détruit, si vous voulez. Oui. Est-ce que vous savez quelle était sa réponse? Vous avez cette information ou bien je m'adresse au public qui connaît la réponse? C'est mieux que vous donnez la réponse. Elle a dit c'est du gâchis. Alors, ma question pour le public, pour ceux qui peuvent répondre sur place, et à vous maintenant, comment vous qualifiez la réponse c'est du gâchis par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, qui est l'émotion? Est-ce que vous avez compris la question, Bérien? La question, c'est à moi ou c'est au public? Parce que j'ai plus l'impression qu'il s'adresse au public. À vous. OK. OK. Déjà, quand le robot, c'est pas le robot qui répond. Déjà, c'est le modèle d'IA qui a été déployé sur le robot qui est en train d'adresser la parole. Ça veut dire qu'il y a un modèle de langage qui interprète la question de la personne et puisse répondre. Maintenant, ça dépend comment est-ce que le modèle d'IA a été entraîné. Parce que si le modèle d'IA est entraîné à aider l'humain dans cette tâche, effectivement, l'IA va dire que bon, me détruire, ça serait un gâchis parce que je suis en train de t'aider, j'ai été conçu pour t'aider dans des tâches, pour t'accompagner. Effectivement. Mais je mets l'accent beaucoup plus sur quand vous concevez un modèle d'IA, vous pouvez concevoir un modèle d'IA pour n'importe quoi. Mais il y a une éthique d'IA qui est universelle qu'il faut respecter, c'est que l'IA doit servir l'humanité, mais pas détruire l'humanité, par exemple. Mais déjà, en tant qu'expert d'IA, vous concevez une IA pour faire ce que vous voulez. D'accord, bien, complètement ici. Oui. Bonjour tout le monde. Je suis ingénieur en taille, ingénieur photographe et je suis vraiment très content d'être parmi vous. C'est plus pour moi parce que j'apprends beaucoup à travers
la complexité aussi concernant l'IA. Donc, monsieur a dit qu'il y a un robot, DAM, qui a été conçu et qu'on a posé la question si on a des tout. Quelle serait la réponse? Je n'ai jamais entendu ça. Donc, c'est plus pour moi. Je n'ai jamais aussi entendu la réponse de ce robot-là. Mais si je suis à la place de robot, mais c'est une perte, c'est dégagement. Si on pense pour faire une tâche familiale et que finisse pour découvrir le ça veut que la personne a perdu énormément ses ressources, son temps de programmation, de connexion des données et des instructions de données. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à la question posée. Merci. Je pense qu'on va prendre maximum des questions et passer à Bon, Abdel, il y a une question dans le chat là, je peux répondre d'abord. Fatim Diar demande en quoi distingue-t-on l'apprentissage par renforcement et l'apprentissage supervisé. Déjà, l'apprentissage supervisé, c'est que tu as des données et tu as une cible. Ça veut dire que tu veux apprendre tout simplement la correspondance entre les données et la cible que tu veux utiliser. C'est tout simplement un apprentissage supervisé. Mais en reinforcement learning, c'est que on peut ne pas avoir de données. L'agent collecte lui-même ses données et apprend de ces données qu'il collecte. Et également, c'est qu'en reinforcement learning, l'agent interagit avec l'environnement. Donc, au fur et à mesure que l'agent interagit avec l'environnement, l'agent apprend de ses erreurs et de ses succès. Donc, si un agent fait une action et trouve qu'à cette action-là, l'agent meurt, par exemple, prochainement, l'agent ne va plus prendre cette action parce qu'il sait qu'en prenant cette action-là, il n'a pas assez de récompenses. Donc, il va maximiser ses récompenses en explorant des actions qui vont plus lui rapporter. En fait, tu peux concevoir un agent de reinforcement comme un chercheur d'emploi qui veut maximiser son salaire, par exemple. S'il vient dans une entreprise et qu'il n'est pas bien traité et qu'il n'a pas une récompense optimale, bah, la prochaine fois, il ne va plus candidater dans cette entreprise. Il va plutôt essayer d'explorer d'autres entreprises. C'est de cette façon que l'agent apprend de ses erreurs et de ses succès pour pouvoir être plus intelligent dans l'environnement précis. C'est ce qui ne se passe pas dans des algorithmes d'apprentissage supervisé où on a des données et des cibles où on apprend tout simplement, tout simplement la distribution qui aurait reproduit ces données-là. OK. Oui, les questions? Bonjour, je m'appelle Issa. Ma question est la suivante. Quelle différence faites-vous entre un robot et un agent intelligent? Et parlant de l'agent intelligent, y a-t-il des limites? C'est bon. OK. Déjà, un robot, disons que c'est... Généralement, la conception qu'on a du robot, c'est qu'il y a quelque chose de physique où on peut toucher, qui peut faire une action dans notre monde réel. Mais un robot peut être n'importe quoi. Un robot peut être logiciel, en fait. Un robot peut être fictif. Vous voyez. Un robot peut être juste un logiciel, genre un algorithme. Vous voyez. Donc, en fait, un robot, c'est beaucoup plus l'objet en question qui reçoit des actions, qui exécute, qui reçoit qui est dans un environnement, qui reçoit des instructions et exécute des actions. Ça, c'est un robot. Un robot n'est pas forcément un agent. Un agent est un peu plus global. Ça veut dire un robot est un agent, mais un agent n'est pas forcément un robot. C'est la différence. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions que tu as posées. Moi, ma question est de savoir, est-ce qu'on peut parler du système binaire dans la programmation d'un robot ou d'un algorithme? Système binaire. J'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce que tu parles qu'est-ce que tu veux dire en parlant de... Qu'est-ce que vous voulez dire en parlant de système binaire? J'ai du mal à saisir la question. Bon, tu écriture scientifique quelconque. Écriture scientifique. Abdel, est-ce que tu comprends mieux la question? Tu peux me reformuler peut-être?
Hello. Ah oui, oui, tu peux continuer. Il y a un gars qui a ouvert son micro là. OK. Oui. Une question? Séraphin? En fait, la question du participant demande si on peut utiliser directement le binaire dans le développement d'un algorithme. Dans l'algorithme de quoi? Dans l'algorithme de conception du système des robots ou dans l'algorithme d'apprentissage du RL? Oui. Mhm. Il demande si on peut directement utiliser les binaires pour le développement des robots. Oui, oui. Généralement, déjà, on sait que les, les algorithmes, les langages de programmation sont convertis d'abord en binaire pour pouvoir être exécutés sur l'ordinateur. Mais effectivement, si vous pouvez programmer en binaire, c'est beaucoup plus facile. Mais l'exécution sera plus facile. Mais est-ce qu'il vaut la peine de se donner toute cette difficulté-là, puisqu'il y a des langages qui sont des langages de programmation qui sont modernes, qui sont même peut-être plus proches du système, par exemple. Il y a C ou bien Java ou bien ROS. Donc, ça dépend. Dès que tu as un langage de programmation, tu peux concevoir un modèle d'IA, puisqu'il n'y a que les bases mathématiques qui sont incontournables. Vous pouvez utiliser n'importe quel langage pour entraîner votre modèle, et ainsi de suite. Mais pour un système d'opérateurs de robots, il est préférable d'avoir un langage de programmation qui est proche du système, ça veut dire qui est proche du hardware, ça veut dire qui peut interagir facilement avec les composantes du hardware, et ainsi de suite. D'accord, très bien. Je pense que c'est bon. On ne peut plus prendre autre question. On voit qu'il y a des éléments. On va passer à autre activité. Mais toujours, vous avez les références. Vous pouvez nous poser des questions. Et c'est trouve aussi dans les groupes de participants pour effectivement nous poser des questions pour ceux qui sont de curiosité. Et on va passer à autre activité. On applaudit pour vous. Merci beaucoup, Bélia. Merci. Merci. Allez, bye.